Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre show, mais cette fois-ci de la WWE. Alors, ce show en question, certes, ce n'est peut-être pas un PPV pour Pay-Per-View, PLE pour Premium Live Event, certes, mais ça ressemble vachement. Vu comment sur Wikipédia, ben, il a l'air d'être inclus, que c'est un genre de PPV-PLE, alors qu'à l'époque ce ne l'était pas, dans les années 80, 90 et 2000, alors que dans les années 2010, début 2020, c'était un genre de house show. Donc, de toute façon, allez, on va être fou et je m'en fiche. Je peux qualifier ça comme un PPV-PLE pour le coup. Donc le show en question auquel on va parler, c'est bien sûr WWE Saturday Night Main Event 2025. Et si je ne dis pas de conneries, c'est la 30, 37 ou 38e édition, je crois. La dernière fois, c'était la 37e édition et j'espère que c'est la 38e, hein. Parce que je me rappelle plus de ce que j'avais dit, mais je suis persuadé que c'est l'un des deux chiffres auxquels je suis pas très loin. Alors, perso, je l'ai vu bien sûr sur le YouTube de la WWE, et ça c'est très cool de leur part de mettre ça sur YouTube. Bien sûr, ils étaient en direct, mais je l'ai regardé en rediffusion, et d'ailleurs, c'est la première fois que je regarde ça sur leur chaîne officielle. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ouais, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est, on va dire, déplorable, c'est les nombres des pubs auxquels il y a eu pendant ce show. Sur YouTube, ils mettent allez, comment dire, le genre de rappel comme quoi il y a la publicité américaine. Eh ben, on doit patienter jusqu'à ce que la pub se termine. Alors que chez les ricains, qu'on regarde à la télévision américaine, eh bien, tu regardes le match et tu regardes les pubs en même temps. Et auquel, ben, ça se ressemble tous et c'est très chiant. Donc, c'est vrai que c'est pas, on va dire, très forcément plaisant pour certains qui viennent le voir en direct, alors qu'il y en a qui le regardent sur place. Donc, ça sent un peu la petite douille, j'aimerais bien un petit peu dire. Et concernant le show, c'était pas incroyable. C'était pas forcément incroyable. Alors oui, il peut avoir du bon catch, mais c'est pas incroyable. Malheureusement, c'est pas du tout incroyable. Et auquel ben, il y a eu des invités spéciaux aussi dans ce show. Et la ville auquel accueille Saturday Night Main Event, c'est dans la ville de San Antonio, au Texas. Alors qu'il n'y a pas longtemps, le show qui s'est déroulé au Texas, c'était Genesis pour la TNA. Mais sauf que c'était Dallas, Texas, et là c'est San Antonio, Texas. Et en parlant de guests invités, je vais vous en dire de qui il s'agit. Alors bien sûr, il y a eu forcément Jesse Ventura, qui était aux côtés de Joe Tessitore, qui n'est pas un ancien lutteur, mais qui est un journaliste. Les catcheurs qui arrivent dans l'arène en train de se préparer, ça on en a vu. Et même le légendaire Million Dollar Man Ted DiBiase Senior, et d'ailleurs en termes d'invités, il n'était pas tout seul, vu comment il y en a d'autres. Alondra Blaze, qu'on peut aussi connaître sous le nom de Madusa, qui était apparue avec le titre féminin de l'époque de la WWF. Donc elle est arrivée avec le titre, pour qu'on se rappelle de la nostalgie à quel point elle a mis le titre à la poubelle, le temps de la WCW. Ensuite, on a eu Marc-Henry, qu'on avait vu du côté de TNA de Genesis. Donc, il apparaît à la WWE et il devient un dirigeant de la TNA, si je ne dis pas de conneries. Bon, après, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres aussi. Il y avait Shawn Michaels. Il y avait qui encore Dory Funk Jr., donc le frère aîné de Terry Funk et le fils aîné de
Terry Funk Senior, donc voilà. Et Action Jim Duggan, et c'en est pas du tout fini, vu comment il y avait aussi les anciens Four Horsemen, donc les Brainbusters Arn Anderson et Tully Blanchard. Et perso, Hogan devait aller être dans ce show du Saturday Night Main Event, donc je dis ça personnellement. Sauf que depuis la dernière réaction auquel il a eu du côté de Raw sur Netflix, ils ont décidé de ne pas le faire apparaître, pour éviter d'avoir des réactions négatives. Oui, ok, c'est vrai que c'est pas génial d'avoir des réactions négatives, mais s'il y aurait quelque chose de très intéressant, ça aurait pu le faire. Mais bon, on ne peut rien changer, on peut rien y faire. Donc ça, c'était pour les guests auxquels j'étais passé. Maintenant, on peut passer au match. Alors, du côté des matchs, eh bien, il y en avait 4. Il y en avait 4 matchs. Et le tout premier qui commence, c'est un match féminin pour le titre du monde féminin. Donc, Rhea Ripley contre Nia Jax. Perso, c'est pas une rivalité et un match auquel j'adore prendre du plaisir à regarder. Mais j'ai regardé pour voir à quoi ça pourrait forcément avoir d'intéressant, avoir un minimum d'intérêt, si on peut dire ça comme ça. J'ai remarqué pour Rhea Ripley qu'elle avait sorti des prises totalement inédites auxquelles je l'avais jamais vu auparavant faire, comme elle prend la main, elle fait la torsion, et ensuite de ça, elle fait un springboard pour faire un Hurricane Rana, mais qui était contré par Nia Jax, et qu'elle retourne la situation en faisant le code red, code rouge. Donc ça, c'est l'un des trucs auxquels on n'a jamais vu Rhea Ripley tenter. Et du côté de Nia Jax, j'espère qu'elle n'a pas blessé à nouveau Rhea Ripley, parce que vous saviez que Nia Jax, parfois, elle ne contrôle pas toujours sa force, et qu'il faudrait qu'elle contienne un minimum ses, ses limites en termes de force. Bon, après, c'était un peu banal. Certes, c'était pas aussi incroyable et fou du côté de Nia Jax, mais du côté de Rhea Ripley, c'est sûr, il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de réactions auprès du public. Vu comment le public était à fond auprès de celle qu'on appelle Mommy, et pas celle auquel on appelle The Queen. Donc, forcément. Je me rappelle que Nia Jax, elle avait trop pris son temps entre les trois, euh, les trois choses de spot auxquelles elle devait effectuer, comme l'inanimator, auquel elle avait quand même pris son temps, et elle a effectué le inanimator, donc le banzai drop, mais de manière inverse, c'est que Rhea Ripley était couchée sur le ventre et pas sur le dos, mais elle voulait retenter, mais elle a fait une grave erreur, et d'ailleurs c'est l'erreur auquel elle va causer sa perte, car il a suffi de un reptile pour en venir à bout de Nia Jax. Donc vous avez compris, c'est victoire de Rhea Ripley et qu'elle conserve toujours le titre du monde féminin. Donc voilà, sans plus ni rien. Et très peu d'intérêt malheureusement. Pour moi, très très peu d'intérêt. Ensuite, le deuxième match, c'est le match pour le titre intercontinental de la WWE entre le gros chien Braun Breaker et The Celtic Warrior, enfin Celtic Warrior, Sheamus. Est-ce que Sheamus peut redevenir champion intercontinental? Enfin, devenir, excusez-moi. Est-ce qu'il peut devenir champion intercontinental? C'est une très bonne question. Mais dans un show pareil qui se veut spécial, et normalement on peut s'attendre à une surprise, parce que malheureusement du côté de Raw et de SmackDown, même des NXT, pardonnez-moi, et un petit peu au niveau des PLE, PPV, ben il y a que très peu de surprises malheureusement. Très très peu. Alors que selon moi, il devrait avoir un minimum de surprises. Je sais pas moi, tenter le coup, tenter un truc auquel on peut s'investir. Je ne dis pas qu'entre Braun Breaker et Sheamus, on ne peut pas s'investir.
on peut pas s'investir au match, mais il avait quand même un moment cru auquel on s'est dit, ça y est, Braun Breaker, il est champion. euh, qui peut le détrôner? Est-ce que c'est Sheamus? Est-ce que ce serait un autre prétendant qui pourrait le battre? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Mais vu comment tout le monde, les gens, s'attendent à un véritable banger et qu'ils attendent que ça, que Sheamus remporte le titre et devient champion, mais malheureusement que nenni. Le match était bien, c'était nerveux et rapide du côté de Braun Breaker et c'était assez, on va dire, très rude et beaucoup de bastons du côté de Sheamus. Et un petit peu de stratégique. Donc il y a eu des prises auxquelles ils nous ont sorti, les deux hommes, surtout Sheamus, car il nous a sorti bien sûr les classiques habituels, les Irish Curse Backbreaker, les Irish Hammer, euh, comment dire, les fameux coups de tambour dans le torse, on va dire les coups d'avant-bras qui arrivent dans le torse et qu'on les sent passer. Excusez-moi encore. Des broc kicks et des broc knees, c'est habituellement assez facile à savoir, qui va les sortir en plein match. Et surtout, le Celtic Cross, ou le High Cross, qu'on peut appeler ça. Bien sûr, c'est le Razor's Edge de Razor Ramon, mais quand c'est Sheamus qui le fait, c'est un Celtic Cross. Auquel ben, il effectue ce Celtic Cross. Et malheureusement, c'est que compte de deux. Et à un moment donné, quand Sheamus voulait faire le Brock Kick, eh bien, on pensait que ce serait ben, la victoire. Mais vu comment Sheamus, lui qui est censé être le vétéran, aurait pu le traîner, mais il ne l'a pas fait, eh bien, Braun Breaker chope les cordes avec ses pieds. Et du coup, ben, forcément, ben, on s'attendait qu'il se dégageait. Donc c'est pas très très surprenant. Donc il retente une nouvelle fois, mais avec l'élan auquel Braun Breaker il s'élance et qu'il a un genre de second souffle, tentative de Brock Knee ou de Brock Kick, eh ben Braun Breaker le prend de vitesse et il le découpe avec un énorme spear. Et c'est la victoire assurée pour Braun Breaker. Donc vous saviez maintenant c'est la victoire de Braun Breaker. Sheamus ne pourra pas le détrôner en ce moment même, et pourtant on s'attend quand il va le détrôner. On n'en a aucune idée. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh bien pas forcément grand-chose. Je vais un petit peu couper et on va y reprendre. Ensuite, vu comment on passe à l'autre match, mais on va pas passer à ce match en question, vu comment on va parler de la signature de contrat entre The American Nightmare, donc le cauchemar américain Cody Rhodes, et du Canadian Dream, donc le rêve canadien, Kevin Owens, pour la signature de contrat pour le match d'échelle au Royal Rumble. Alors, ce que je pourrais dire à propos de ça, à quoi ça sert de faire la signature de contrat si ce n'est que le match est déjà prévu pour le Royal Rumble? Alors la WWE, faudrait un minimum qui se pose un minimum de questions pour ça, alors que c'est déjà valide, mais ils veulent faire ce signature de contrat pour le fun. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est uniquement que par intérêt. Et celui qui sera à l'origine de la signature de contrat, ce sera The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Donc Shawn Michaels est là pour montrer, enfin pour comment je pourrais dire, pour Kevin Owens et Cody Rhodes pour qu'ils signent le contrat pour le Royal Rumble et que voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Donc bien sûr les trois hommes font leur rentrée. Ils n'ont pas besoin de siège pour s'asseoir vu comment ils ont besoin de la signature. Cody Rhodes la signe. Et maintenant, il s'agit de Kevin Owens. Et là, Kevin Owens, bien sûr, il prend le micro. D'ailleurs, je vais vous lire ce qu'a marqué Catch News, parce que oui, je peux utiliser le site pour mieux dire mot pour mot ce qu'ils viennent dire, et même Cody Rhodes. Alors, Kevin Owens prend le micro et dit que Cody Rhodes a dit que quelque chose qui l'a énervé à SmackDown, c'est le fait qu'il prenne toujours la solution de facilité. Et c'est faux. Il aurait
Enfin, il aurait pu prendre la solution de la facilité à Bash in Berlin quand Rhodes avait mal au genou, mais il ne l'a pas fait, bien sûr, car il prenait soin de leur amitié plus que Rhodes. Et c'est Cody Rhodes qui, bien sûr, prend la solution de facilité qui se casse entre Wentz et Rhodes, dont l'amitié est brisée, quoi. Et quand les choses deviennent plus compliquées, ce n'est pas Kevin Owens, mais Cody Rhodes, entre guillemets. C'est Cody Rhodes, donc il allait dire quelque chose, mais Cody Rhodes dit qu'il n'est pas ici pour parler du passé. Shawn Michaels n'est pas revenu à San Antonio pour l'entendre parler de tout cela. Cody Rhodes veut se concentrer sur leur défense de titre, que ce soit WrestleMania ou autre show, donc évidemment, et que Kevin Owens doit signer le contrat maintenant. Donc ça, c'est les paroles de Cody Rhodes. Bien sûr, Kevin Owens, il prend le stylo, mais le relâche et dit que Cody Rhodes n'a pas fini avec lui, car au Royal Rumble, il va faire taire à tous ceux qui disent que ce n'est pas un vrai champion. Oui, parce que, pour rappel, le titre qu'il a, la Winglebelt, l'ancienne ceinture de l'époque, ben, il l'a volé à Cody. Et heureusement que Cody Rhodes a la ceinture ben, dorée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont organisé ce match titre contre titre, entre autres. Et que, forcément, c'est... Est-ce que c'est l'un des deux qui va gagner ce match? D'autres qui sont partisans pour voir que Kevin Owens pourrait devenir champion, mais d'autres qui ne sont pas cet avis. Peu importe l'avis des autres, je suis preneur qui gagnera le match. Et que, euh, et que bien sûr, est-ce qu'il peut être officiellement champion, Kevin Owens? Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc je poursuis la promo et qui disent qu'il n'est pas le vrai champion et qu'une fois, quand il aura gagné le titre, tous ceux que Cody Rhodes aura gagné depuis son retour lui reviendra car il le mérite depuis 10 ans. Donc quelque part, je vais pas dire c'est pas faux. Ce n'est pas faux pour le coup. Et que j'allais dire un truc, mais je ne sais plus ce que j'allais dire. Euh, allez, j'allais dire un truc, mais je ne sais plus. Oui, que bien sûr, attendez, je crois que je vais m'en rappeler. Dans cette promo, bien sûr, Kevin Owens fait du Kevin Owens. Quand il parle, ben, il est tout le temps énervé, il est tout le temps vénère, parce que il sait pas se contenir, car il est complètement sanguin. Et je dis sanguin et pas consanguin. Donc il est vraiment sanguin, il est vraiment déter, il est vraiment vénère, et il est prêt à tout pour faire couler Cody Rhodes. Donc voilà. Ensuite, bah, Shawn Michaels prend la parole et affirme que Kevin Owens a l'air d'être jaloux. Owens lui demande répète ce que tu viens de dire, Michaels. Et bien sûr, Shawn Michaels répète que il est sûrement jaloux de Cody Rhodes et que bien sûr Owens n'est pas cet avis et qu'il dit à Shawn Michaels que t'es sûrement du côté de Cody, quoi. Car comme lui, quand les choses commencent à être difficiles, il se casse aussi. Le jaloux, c'est bien Shawn Michaels, car Kevin Owens, bien sûr, il va aborder les fameux démons qu'avait Shawn Michaels à cette période, comme, euh, allez, enfin, Kevin Owens, car rapport à Kevin Owens, que quelque chose est plus difficile a plus de cette ceinture, donc il va apporter plus de choses à la ceinture en elle-même que Shawn Michaels ne l'a jamais fait ça auparavant. Et après sa victoire au Royal Rumble, non, enfin, il demandera à un champion dont on sera fier d'être un champion, qui ne
perdra pas son sourire. Et d'ailleurs, j'aime bien comment il se fout de la gueule de Shawn Michaels en disant je vais pas faire genre ouais, j'ai perdu mon sourire, etc. Le seul qui prendra le sourire au Royal Rumble, enfin, qui va perdre son sourire, c'est Cody Rhodes. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train d'arriver avec Ethan Page du côté d'NXT. Vu comment le mec fait genre qu'il a perdu son sourire, mais qui veut prendre le sourire de quelqu'un bah, pour ses propres intérêts. Et ça à propos d'Ethan Page. Bien sûr, Kevin Owens signe le contrat et le redonne de manière agressive à Shawn Michaels. Les choses commencent à partir en bourrique quand Kevin Owens déclenche la première bagarre. Bien sûr, il donne un coup à Cody Rhodes. Shawn Michaels les sépare. Mais en plus, Kevin Owens donne un coup à Shawn Michaels, mais il se fait surprendre suite à un super kick de la part de Cody Rhodes. Et c'est à ce moment-là auquel Shawn Michaels, ben, il enlève son chapeau, sa veste de costume, pour lui effectuer lui aussi un super kick, mais pour accorder les instruments qui s'intitule le Switchin' Music. Donc qui met KO instantanément Kevin Owens. Et du coup, voilà comment ce match est rentabilisé. Je l'espère bien. Et que là, maintenant, on peut passer au match suivant. Et le match suivant, c'est un match de buffle. Avec beaucoup de testostérone. Et que, ouais, c'est... Certes, le match fut court, mais qui est intéressant sur le papier. Et je parle bien de Braun Strowman contre Jacob Fatu. Donc un match possiblement intéressant entre deux gros monstres. L'un est un monstre parmi les hommes, l'autre un samoan loup-garou. Et que forcément on s'attend à du lourd. Bien sûr, Jacob Fatu est prêt aussi à tout pour défier la loi de la gravité, que ce soit au niveau agilité ou puissance. Mais pour Braun Strowman, lui, c'est plutôt l'aspect puissance auquel il se surpasse. Donc on a eu pas mal de grosses prises. Là, ce qu'on peut retenir, que des grosses prises. Parce que ce qui va se dérouler à la fin, ben, ça va finir en disqualification. Oui, je vous spoil. Ça va finir en disqualification. Un coup que Jacob Fatu a pris l'avantage. Et ben, l'avantage dans ce match, ça forcément, c'est pas très étonnant. Mais il s'apprête à faire un énorme massacre auprès de Braun Strowman. Après un Samoan Drop et qu'il le ramène sous le ring. Et quand il effectue sur le ring, enfin quand il le met sur le ring, eh ben, dans le coin, il fait ses fameux rip attack. Et si j'ai bien compté, il a fait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Ensuite, l'arbitre ben, le demande d'arrêter de faire ça tout le temps. Et bien sûr, l'arbitre n'est pas épargné, vu comment Jacob Fatu s'empare de l'arbitre et il envoie violemment à l'extérieur du ring. Et l'arbitre tombe vraiment comme une merde, au passage. Donc, il effectue la septième, puis la huitième. Et l'arbitre décide de faire disqualifier Jacob Fatu. Mais Jacob Fatu, lui, s'arrête pas ici. Hein. Il s'arrête clairement pas là, vu comment il va enchaîner avec son PMI, donc le best, enfin BMI, donc best moonsault ever. Ouais, j'avais dit PMI, mais non, c'est BMI, le best moonsault ever. Donc il effectue ce fameux moonsault, la première, la deuxième. Et la troisième, ce sera pour après. Mais suite à ce massacre, Braun Strowman, ben, il commençait à saigner de la bouche, à saigner du visage. Et forcément, on s'inquiète de son état. Est-ce qu'il est blessé ou pas? Et Jacob, pour le bouquet final, pour une troisième fois, parce que le public, cette bande de sadiques, en demandait encore plus, d'effectuer la troisième. Donc il effectue la troisième Best Moonsault Ever. Et, et ensuite, ben, il arrête, il laisse Braun Strowman entre guillemets pour mort. Donc voilà tout. Voilà comment je pourrais décrire ce match. C'est victoire de Braun Strowman par disqualification. Et rien de plus, hein, malheureusement. Rien de plus. Si ce n'est que j'ai déjà tout cité ce qu'il y avait
à citer dans ce match, parce que maintenant on passe directement au main event pour le titre du monde poids lourd de la WWE, entre Gunther contre Jey Uso. Donc main event Jey Uso. Est-ce que The Ring General va perdre le titre ou va conserver le titre? Ou est-ce que main event Monsieur Yitman pourrait devenir pour la première fois champion du monde en solo? Je parle à la personne de Jey Uso. Alors, dans ce match-là, c'était pas forcément non plus très exceptionnel, alors que du côté Strowman et Fatou, il y avait vraiment du lourd, mais ça se termine de manière un petit peu décevante, et c'est la manière auquel je n'aime pas ces disqualifications. Et que là, ben, c'est un match auquel on pourrait qualifier de un peu clean, mais pas trop, parce que quand c'est Gunther qui enchaîne des fameuses grosses prises sur Jey Uso, ben, il part en mode punition, il part en mode domination, extermination, non, mais très dominante, quoi. Donc il domine le match de la tête et des épaules. Ensuite, ben, Jey Uso, ben, il veut remonter la pente, revenir en force, mais à chaque fois, il se fait calmer par la puissance de Gunther. Donc c'est sûr, il se fait martyriser, il se fait athémiser. Bref, j'en passe des trucs. Jey Uso, il peut être considéré comme une victime dans ce match, hein. Mais un victime auquel on adore s'attacher à lui parce qu'on veut le voir gagner. D'autres qui veulent le voir, d'autres qui veulent pas le voir gagner. Et que, ouais, ils étaient pas loin. On était vraiment pas loin du compte. Parce que, certes, quand Gunther pensait être tranquille et qu'il croyait qu'il pourrait encore s'amuser pour longtemps avec Jey Uso riposte, il fait des prises auxquelles il a l'habitude de faire, des super kicks, des spears, tentatives de Uso splash et d'autres manœuvres auxquelles il adore effectuer, même si c'est un peu trop prévisible pour le coup. Eh bien, il ne réussit pas à en venir à bout du général du ring et qu'il veut retenter ben, un ultime spear, mais vu comment là, il n'a pas pris énormément d'élan, Gunther le chope et effectue sa powerbomb, puis la deuxième, et auquel ben, il le pin pour la victoire. Donc c'est victoire de Gunther qui conserve son titre du monde poids lourd et qui bat Jey Uso. Donc Jey Uso n'est pas l'élu pour détrôner le général du ring. Il y a forcément un auquel qui pourrait le battre, mais c'est c'est pas évident. C'est pas évident à savoir qui pourrait les battre, que ce soit pour Bron Breakker, Gunther, Cody Rhodes et Rhea Ripley, j'en passe des noms, hein. Il y a tellement de possibilités. Mais voilà comment ce show se conclut. Et auquel ben, c'était malheureusement un show décevant. Certes, il y a eu des bons côtés, notamment du bon catch, mais ça ne fait pas tout. Et du coup, ben, c'est un tout petit peu décevant, je ne veux pas vous le mentir. Et que, ouais, ça... je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup de surprises, mais comme on peut s'y attendre, ça peut être un show qui sert strictement à rien. Et quand je dis à rien, c'est vraiment à rien. Après, j'adore le côté old school, hein. J'adore le côté old school de ce show. Et j'aime bien comment les arbitres se mettent en chemise pour faire rappeler, c'était comme ça les arbitres de l'époque VVF. Et même au niveau de la présentation, quand c'est Liliane Garcia qui fait la présentation des lutteurs et lutteuses, avec les doubles micros en tête de mort, car, car ça fait un peu rappeler Howard Finkel dans les années 80 qui faisait cette présentation-là. Et ouais, il y avait de l'idée, il y avait des beaux côtés des choses, mais malheureusement un show qui n'est pas forcément à la hauteur. Vraiment, sincèrement navré. Et c'est un peu, c'est un peu triste, hein. Et pourtant, je peux vous dire, il y aura d'autres Saturday Night Main Event auxquels on va y avoir cette année-ci. Oui, on n'est pas au bout de nos surprises, ou plutôt de nos peines. Ça, on pourrait qualifier ça. Mais bon,
pour ce coup-là, je décide de m'arrêter ici pour ce genre de show spécial style PPVPLE, même si ça n'a pas l'air. Mais voilà tout. Je crois que j'ai déjà assez tout dit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.